Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief à ce jour. Il faut parler de ce Le Havre-Nantes parce que j'estime que c'est également important de parler des défaites. On peut pas uniquement débriefer les victoires. Donc au final, la plupart des débriefs de ma chaîne sont évidemment sur des défaites de Nantes parce que quand on regarde la saison des Canaries, on a des points hauts qui sont intéressants, comme ce fut le cas lors de la dernière journée face à Lille, où la seconde mi-temps nantaise est quasiment parfaite. Le hold-up à la fin, vu qu'il y avait eu un carton rouge pour Nantes quelques minutes plus tôt, la Beaujoire qui explose. Et on se retrouve 2 semaines plus tard, on est au fond du trou parce que Nantes a pas su confirmer ce résultat face à Lille, n'a pas su le confirmer face au Havre. Alors pourquoi Nantes n'a pas réussi aujourd'hui alors que cette équipe du Havre est quand même censée être prenable? Le Havre n'avait plus gagné à domicile depuis plus de 5 mois. Pourquoi Nantes n'a pas réussi? Parce que Nantes y est allé en se disant qu'il n'allait pas réussir, à l'image de Kelvin Amian qui nous a livré ce magnifique message. Évidemment, on a envie de gagner, avait-il dit dans je ne sais plus quel média, pour ensuite conclure en disant mais on a surtout envie de pas perdre. Et bien ça, on a vu que Nantes n'avait pas envie de gagner aujourd'hui face au Havre. On a vu que Nantes avait joué à 30% de ce qu'il est capable de faire. Et on a vu que Nantes a raté sa première balle de match, a raté la première occasion de se mettre à l'abri, d'assurer le maintien le plus tôt possible pour peut-être, pourquoi pas, proposer du spectacle en fin de saison et jouer plus libéré. Et non, on va rester jusqu'au bout dans le pétrin à essayer de se démerder à jouer le maintien parce que Nantes n'a pas su confirmer face au Havre. Bon, c'est très cruel parce que évidemment ça s'est joué dans les dernières minutes, mais le Havre n'a pas volé sa victoire et c'est ça le pire, c'est que une des équipes avec un budget de 2 millions au niveau des droits télé a réussi à battre le FC Nantes, a réussi à dominer le FC Nantes sur le match parce que les plus grosses occasions, désolé, mais elles sont havraises aujourd'hui, et on a vu un Nantes beaucoup trop suffisant, beaucoup trop scolaire, comme si souvent cette saison, et c'est ça qui est très frustrant, c'est que je pense que l'effectif pour se maintenir, on l'a largement, mais ces mecs-là, parfois, ils ont pas envie. Et là, 2 semaines de trêve, apparemment, ça leur a pas suffi. Ils avaient encore envie de s'offrir une 3e semaine de vacances. Ah bah super. Moi, quand je vois un match comme ça face au Havre, j'espère qu'ils vont pas avoir le jour de repos le lundi et que lundi matin, 9 h, ils seront sur le terrain parce que il faut, dès le prochain match, essayer de rattraper cette défaite face au Havre qui est pour moi inexcusable quasiment. Juste par rapport aux intentions proposées. Alors, je radote certainement, je me répète certainement à chaque défaite de Nantes, parce que à chaque fois que Nantes perd, c'est quand on a eu un récital du Comboiré Ball. À chaque fois, ça tourne mal pour le FC Nantes. Là aujourd'hui, la surprise du chef, la grande surprise du coach Comboiré, ça a été de sortir Louis Leroux du 11 pour remettre un milieu qui n'a quasiment pas marché de la saison, à savoir le trio Chirivella, Le Penant, Douglas Augusto, qui est un trio qui n'a jamais été embêté au milieu de terrain parce qu'il n'y avait aucune concurrence. Il a décidé d'enlever Louis Leroux du 11. Au final, ce milieu-là s'est fait bouffer pendant au moins 45 minutes jusqu'à, au final, la blessure de Chirivella, qui a offert un petit peu plus de largeur au jeu nantais et ça a un petit peu amélioré la chose. Mais bon, le mal était déjà fait. Le Havre avait déjà pris l'ascendant psychologique sur cette équipe, notamment face à des jeunes joueurs comme Seydouso qui ont un petit peu coulé à pic émotionnellement dans ce match. Donc pour vous résumer un petit peu la rencontre, j'avais à peine le temps de m'installer confortablement dans mon siège que le Havre attaquait déjà sur le côté gauche, donc notre point faible, à savoir Nicolas Kozza, qui est identifié, on le sait, depuis déjà plus d'1 an. On continue avec ce mec-là qui est beaucoup trop scolaire et à chaque fois, il se fait avoir. Donc il crée un déséquilibre sur le côté de Nicolas Kozza pour permettre à André Ayew de se retrouver en 1 contre 1 face à Seydouso. Seydouso gère plutôt bien le coup jusqu'à la dernière touche de André Ayew qui vient taper le bras mais du côté opposé de Seydouso. Donc évidemment le joueur était en pleine course, il peut pas se faire couper le bras. Bref, les règles du football l'impliquent. Penalty pour le Havre. Alors évidemment c'est un premier coup du sort pour le jeune Seydouso. Néanmoins dans les textes il n'y a pas de quoi crier sur Eric Vatelier qui ne fait qu'appliquer une loi qui semble, par exemple dans ce cas-là, complètement sordide, parce que le joueur ne peut pas se couper la main, et pour le coup, c'est en se retournant, et ça aurait rien engrangé pour le Havre. Abdoulaye Touré, joueur formé à la Jaunelière, génération 94, qui est resté plus de 15 ans au FC Nantes, bref, la belle histoire d'Abdoulaye Touré au FC Nantes. Il marque, il célèbre, bravo Abdoulaye, merci à toi, c'est vraiment un amour. Bon, écoutez, en soi, s'il célèbre, c'est qu'il était certainement soulagé parce que c'était un match à enjeu pour le Havre. Je veux pas lui jeter la pierre là-dessus. C'est certainement aussi mon aspect supporter un peu seum qui parle en ce moment puisque je fais ce débrief juste après le match. Néanmoins, bon, quand tu vois Abdoulaye Touré te mettre un doublé, tu l'as quand même forcément là, surtout sur penalty. Donc voilà, premier but pour le Havre. Et en fait, là où on a vu que ce match-là était un match entre 2 équipes qui n'étaient pas confiantes, c'est que quand une équipe marquait, elle passait de dominant à dominé,
et ce jusqu'à la fin du match. Sauf que le problème c'est que le fil rouge était globalement en faveur du Havre, et du coup Nantes était à réaction. Donc le Havre a marqué, Nantes a réagi, le Havre a marqué, Nantes a réagi, le Havre a marqué, c'est trop tard. Donc au final on perd le match. Donc finalement je pourrais m'arrêter là au niveau du résumé quasiment. Mais bon, on va quand même un petit peu plus rentrer dans les détails. J'ai surtout vu un milieu nantais se faire bouffer, notamment par Junior Mwanga et Abdoulaye Touré qui mettait beaucoup de pressing, notamment sur Chirivella et Le Penant, ce qui les a mis en grande difficulté. On l'a vu sur quasiment sur toute la première période, ce qui fait qu'on n'a jamais vu vraiment Nantes avoir le contrôle du match sur cette première période. Néanmoins, Nantes a réagi assez rapidement. Sur un coup de tête de Mostafa Mohamed sur un coup franc de Moses Simon. Alors on ne l'avait pas forcément vu venir, mais ça reste une grosse occasion pour Nantes. Et Nantes n'a pas réussi à égaliser, mais ils vont parvenir à le faire quelques minutes plus tard. Corner pour les Canaries, c'est ressorti, petite combinaison. On va trouver côté droit Mathis Abline, le décalage pour Nicolas Palois qui va faire un centre au cordeau magnifique pour son compère de la défense Seydou Sow, la tête de Seydou Sow qui se rattrape en quelque sorte de son erreur sur le premier penalty et qui donc permet à Nantes d'égaliser. On doit jouer la 25e minute de jeu à peu près à ce moment-là. Nantes revient donc dans le match. Et puis quand Nantes marque, Nantes patatras. Dans la foulée, on a à peine le temps de respirer que le Havre a de nouveau un penalty. Une nouvelle fois sur une erreur de Seydou Sow. Une nouvelle fois une erreur certainement de jeunesse, d'appréciation. Abdoulaye Touré qui va recevoir un ballon dans la surface, qui va réussir à la contrôler juste avant Seydou Sow qui lui essaye de dégager le ballon. Eric Vatelier signe penalty pour la deuxième fois consécutive pour le Havre. Le Havre qui quand même sur les dernières journées, ils les accumulent les pénaux, ils aiment bien ça. D'ailleurs la preuve c'est que Abdoulaye Touré, leur tireur attitré, on est déjà à 7 buts en Ligue 1, quasiment uniquement sur des pénaux. Donc bon, évidemment lui il vit sa meilleure vie. On est habitué à Nantes que les pénaux, on a quand même du mal à éviter que penalty égale but. Anthony Lopez est battu pour la seconde fois par Abdoulaye Touré. Le Havre revient donc le Havre reprend donc l'avantage dans ce match. Et alors qu'on pense que Nantes a touché le fond dans cette rencontre et que Nantes va de nouveau réagir, la première balle de match quasiment, elle est déjà pour le Havre. Nicolas Kozza qui essaye comme d'habitude de monter, même si ça sert quasiment jamais à rien, parce qu'il n'apporte ni un surnombre, ni une vraie qualité technique. Donc il monte, il s'expose, derrière contre-attaque, Josué Casimir qui sert esselé André Ayou au point de pénalty qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond. Et là, un Anthony Lopez Salvateur qui va sortir un plongeon magnifique dans une défense nantaise complètement à la rue, surtout en première mi-temps. Anthony Lopez, à ce moment-là, je me suis dit qu'il a sorti le tournant du match. C'est que le tournant du match, c'est Anto Lopez qui concède les deux pénaux, mais qui par contre, sur la première occasion où il a moyen de s'employer, nous sort un arrêt magistral. Je me dis, ça y est, l'expérience des Canaries va enfin leur permettre de revenir en seconde mi-temps. À la mi-temps, j'étais très triste et très inquiet au vu de la défense nantaise. Seydou Sow, Palois en grosse difficulté, même si c'est les deux protagonistes sur le but nantais. Et au final, Nantes est vraiment plutôt bien rentré dans cette seconde mi-temps. Nantes a mis un peu plus d'ingrédients. Alors c'est triste à dire, mais je pense que la sortie de Pedro Chirivella sur blessure a aidé un peu tout ça. Et on a vu du coup des Canaries commencer à reprendre petit à petit du terrain, un bloc médian qui se mettait petit à petit en place. La paire au milieu, Douglas Augusto, Le Penant, en fait, ça rendait le trio havrais d'en face quasiment caduque parce que Nantes jouait quasiment systématiquement sur les côtés, jouait le surnombre, jouait les 1 contre 1. Abline et Simon ont beaucoup plus été en vue sur cette seconde mi-temps que lors du premier acte. Et justement, sur une récupération un peu haute de Kelvin Amion, qui lui, pour le coup, contrairement à Nicolas Kozza, a fait quelques montées sans trop s'exposer plutôt intéressantes, c'était plutôt bien jaugé. Il va récupérer un ballon intéressant, donner une passe parfaite en profondeur pour Mathis Abline. Abline qui va semer la pagaille dans la défense havraise pour servir intelligemment en retrait Moses Simon qui n'a plus qu'à crucifier Arthur Desmas. Nantes revient donc dans le match à 2 partout. Donc Nantes a été mené 2 fois, Nantes est revenu 2 fois. On se dit que les Canaries ont fait le plus dur. Eh bien non, tout s'arrête après ça. Alors il y a la sortie de Mostafa Mohamed qui est remplacé par Louis Leroux, mais ça arrive bien trop tardivement parce qu'on voit le Havre revenir dans le match sur des cafouillages exclusivement. De toute façon, c'est la stratégie offensive d'une équipe comme le HAC qui, pour moi, je maintiens, a très peu de qualité technique et ça se voit, c'est que c'est des ballons dans la surface et puis après, hop, ils envoient 15 joueurs, ils envoient tout leur effectif, même le banc dans la surface pour essayer de récupérer les seconds ballons. C'est vraiment leur stratégie, c'est beaucoup d'agressivité dans la surface. En espérant sur un coup du sort que ça rentre, ils ont réussi à nous avoir 3 fois comme ça aujourd'hui. Donc au final, Nantes
sur un premier cafouillage, va voir Junior Monga rater l'immanquable, quasiment, la barre transversale, mais c'était qu'un avertissement pour les Nantais, puisque jusqu'à la 87e, Nantes ne se procurera pas forcément de grosses occasions, et le Havre sur quasiment un dernier ballon, un nouveau cafouillage, Anto Lopez qui dégage le ballon comme il peut, Palois qui est frustré, Palois qui réclame une faute alors qu'il y a quasiment rien, des mini-mains dans la surface, bref, un cafouillage immonde. Et Timothée Pembele qui va se retrouver bien heureux de pouvoir pousser le ballon au fond des filets. Le Havre gagne donc 3-2. C'est extrêmement frustrant parce que j'ai la conviction que cette équipe de Nantes est bien meilleure que celle du Havre. Juste le postulat de départ de se dire qu'on n'y va pas pour gagner, qu'on y va pour essayer de ne pas perdre. Déjà, tu te mets dans une position où tu t'attends à subir dans le match. Au final, même quand Nantes a pas su subir dans ce match-là, c'est que Nantes, à chaque fois qu'il était malmené, a fini par céder, surtout en première mi-temps. Les erreurs de jeunesse de Seydou Sow qui évidemment nous coûtent cher. Palois nous a fait un match que je qualifie de immonde. Je parle pas du tout de sa passe décisive qui est magnifique, mais par contre, un taulier comme ça, à 37 ans, tu n'as pas le droit à la fin de sortir de ton match et de quasiment causer la défaite de Nantes, à être frustré, à faire des fautes bêtes. Bref, on l'a jamais senti serein de tout le match. Alors peut-être qu'il y avait des mots, peut-être qu'il y avait des trucs qui ont fait que ça a fini par l'énerver. Mais quand t'as 37 ans, qu'il y a des jeunes joueurs autour de toi, comme Leroux, comme Sow, comme Ablin, comme Le Penant, je suis désolé, t'es censé montrer l'exemple. Et là aujourd'hui, Palois pour moi ne l'a pas fait. Anto Lopez a essayé de retarder l'échéance le plus longtemps qu'il a pu. Il y a 2 pénaux, le dernier but c'est un cafouillage. Globalement, je vais pas jeter la pierre sur Anthony Lopez, je vais préférer dire que la défense nantaise a été à la rue pendant tout le match, que le milieu a été un peu mieux en seconde mi-temps, mais que pendant les 45 premières minutes c'était n'importe quoi. Et le premier responsable pour moi, ça reste Antoine Comboiré dans ses choix. Alors pour la défense, il était limité à cause des blessures, des absences, etc. Mais pour le milieu de terrain, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. C'est purement pour se rassurer. Je sais que il a dû se dire, tiens, c'est le milieu que je suis le plus habitué à mettre. Alors certes, ça n'a jamais marché, mais au moins je suis rassuré quand il est là. On pourra pas dire que j'ai fait une erreur. Et trop vouloir être rassuré, tu te retrouves à avoir aller-retour. Tu perds 2-0 contre le Havre à l'aller, tu perds 3-2 au match retour. Donc au total, tu as pris 5 buts contre le Havre sur les 2 matchs, 0 points sur 6. Et voilà, à trop vouloir être sûr, tu te retrouves à payer tous ces choix-là qui pour moi ne sont pas les bons. Et Nantes s'incline donc et rate sa première balle de match pour le maintien, rate l'occasion du coup de se maintenir quasiment officiellement pour cette saison en Ligue 1. On va continuer encore et encore un peu le calvaire, alors on verra ce que ça va donner à l'avenir, le match face à Nice, le match face à Paris. Bon, on a peut-être notre chance face à Nice qui semble un petit peu moins bien ces dernières semaines, mais bon, si on joue comme ça, alors là on peut être sûr qu'on va se prendre une volée. C'est quand même compliqué de suivre cette équipe. Alors mes tops et mes flops, c'est compliqué. Alors mes flops, je vais mettre Nicolas Palois. Comme vous l'avez compris, j'ai pas du tout aimé son attitude sur le match et je l'ai jamais senti serein. Un autre Nicolas, parce qu'un Nicolas peut en cacher un autre, c'est comme les trains. Nicolas Cozza, bon lui il est habitué à la casse-flop, je le remets avec grand plaisir. Je l'ai vraiment pas trouvé au niveau. Et puis je pense que je vais mettre Seydou Sow. Je pourrais mettre Le Penant aussi parce que Le Penant, c'est pas pour rien qu'il était sorti du 11 au dernier match face à Lille. C'est que c'est un joueur qui court beaucoup, mais qui manque énormément de tranchants. Il récupère très peu le ballon. Donc en fait, on a juste un mec qui court énormément. C'est un peu un Moutoussamy bis. Elle est loin, ça semble désormais loin son début de saison où techniquement il apportait à l'entrejeu nantais. Là, c'est quand même compliqué de retrouver trace d'un bon match de Le Penant. Face à Monaco, c'était cataclysmique. Là, encore une fois, il coûte très cher, je trouve, à Nantes, parce que c'est l'exemple même du joueur qui est dominé au milieu de terrain. Je le trouve frêle et là, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec lui au milieu. Pour moi, le milieu titulaire, c'est censé être soit Coquelin, Douglas Leroux, soit Chirivella, Douglas Leroux. Autre chose, j'ai du mal à l'entrevoir actuellement au FC Nantes. Donc voilà. Pour mes tops, je vais mettre Kelvin Amian, parce que j'ai trouvé que c'est peut-être le meilleur défenseur de Nantes sur ce match. Et c'est celui qui, en plus de ça, offensivement, a un petit peu permis à Nantes, sur un contre-éclair, d'égaliser avec cette superbe ouverture pour Ablin. Donc je vais le mettre en avant, même si son match n'est pas parfait, loin de là. Un autre joueur que je vais saluer, c'est Moses Simon, buteur. Et en plus de ça, à chaque fois, le danger est venu de lui sur les centres en première mi-temps, sur la quasi-passe décisive pour Mostafa Mohamed en première période avec ce centre sur coup franc.
J'ai vu quand même comment il a tiré le dernier coup franc qui était plutôt bien placé pour Nantes avant le troisième but. À vrai, il tire dans le mur, il a la fâcheuse habitude comme d'habitude de pas assez lever son ballon. Donc voilà, et puis bon, alors pour trouver la trace d'un dernier top, je vais peut-être mettre Mathis Ablin, même si sa première mi-temps est complètement ratée. Néanmoins, ce qu'il fait sur le deuxième but nantais, c'est forcément à saluer parce que beaucoup de sang-froid et beaucoup d'altruisme pour servir Moses Simon. Mais bon, globalement, le match nantais est pas bon du tout, de quasiment tout l'effectif. J'ai dû bien réfléchir pour pouvoir sortir 3 tops. La copie est à revoir. Rendez-vous la semaine prochaine face à Nice en espérant un spectacle bien plus intéressant de la part de ce FC Nantes-là. Et surtout, de l'ambition de jeu. Parce qu'on l'a vu face à Lille, ça marche. Et donc, quand tu vas au Havre avec moins d'ambition, en te disant qu'il faut surtout pas perdre, tu te retrouves par perdre. Donc voilà. C'est là-dessus que j'avais envie de conclure ce débrief. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!